Jujutsu Kaisen est l'un des mangas les plus réussis des 5 dernières années, avec des personnages incroyables que ce soit du côté des protagonistes ou des antagonistes. Et d'ailleurs en parlant d'eux, c'est pas tout le monde qui réussit à survivre dans le manga. Certains ont des morts qui sont plus qu'atroces, et dans cette vidéo, on va décortiquer toutes les pires morts dans Jujutsu Kaisen. En commençant par Toji Fushiguro. On commence tranquille avec Papa Fushiguro, le fameux tueur d'exorcistes. Bon, techniquement, Toji meurt 2 fois dans l'anime. Déjà, sa première mort, elle est pas jolie à voir. Pour ceux qui ont oublié, c'était il y a 12 ans. Toji pensait avoir buté ce jeune garçon prodige dénommé Gojo, mais finalement non, il revient à la charge et se bat encore une fois. Une attaque spéciale et boum, la moitié de son corps réduit en miettes. Mais pendant l'incident de Shibuya, grand-mère Ogami utilise sa technique pour l'invoquer dans le corps de son petit-fils, sauf que Toji était beaucoup trop fort mentalement et a repris le contrôle. Et là, miracle, il retrouve enfin son fils Megumi après toutes ces années. Megumi évidemment ne le reconnaît pas parce qu'il était beaucoup trop jeune quand son père est parti acheter des cigarettes pour ne jamais revenir. Toji apprend que son fils porte le nom de Fushiguro et pas Zenin, et là il réalise que Gojo a tenu sa promesse de le protéger du clan. Et là maintenant qu'il est content de savoir que son fils va bien, que fait notre cher papa? Et bah il se suicide. Il se plante carrément une lame dans la tête pour éviter de perdre le contrôle et de blesser Megumi. Une mort très noble certes, mais on peut dire que côté retrouvailles père-fils, on a connu mieux. Franchement Toji, je sais pas, t'aurais pu au moins lui dire je t'aime ou c'est moi ton père avant de te foutre une lame dans le crâne. Enfin bref, passons maintenant à Geto. Ah là là Geto, le meilleur ami de Gojo devenu son pire ennemi. Sa mort c'est du pur Shakespeare version exorciste. Après avoir tenté de génocider tous les non-exorcistes, ce qui est sûr c'est qu'il fait pas les choses à moitié. Geto se fait exploser la face par Yuta pendant les événements de Jujutsu Kaisen 0. Mais ce qui rend sa mort vraiment marquante, c'est pas tant comment il meurt, mais qui le tue définitivement. Peu de temps après, Gojo arrive sur les lieux, retrouve son ancien meilleur ami en train d'agoniser et de souffrir. Et Gojo, ce génie incompris, qu'est-ce qu'il fait? Et bah il le tue, tout simplement. Off caméra, GG ne nous montre même pas la scène. Les seules choses qu'on voit, c'est Gojo qui se rapproche de Geto, et ensuite on voit son corps, mais sans la tête. Mais le plus douloureux dans cette scène, c'est leur dernière conversation. Geto, même en train de crever comme un chien, sourit à Gojo et lui dit ses derniers mots. Et Gojo, bah il l'appelle par son prénom, Suguru, pour la première fois depuis leur rupture. Franchement, si ça c'est pas une déclaration d'amour déguisée, cette mort nous montre que même les liens les plus forts peuvent se briser, et que parfois c'est à tes proches de mettre fin à tes souffrances. Très joyeux comme message. Passons maintenant à Junpei. Alors là, Junpei, parlons-en. C'est le personnage qui devait rejoindre l'équipe Jujutsu de Tokyo selon le générique de l'anime. On s'était tous attachés à ce gamin introverti qui aimait le cinéma et qui galérait avec les harceleurs à l'école. Junpei, c'est le parfait exemple du gosse fragile qui tombe sur le mauvais mentor au mauvais moment. Au lieu de rencontrer Yuji en premier, il croise la route de Mahito, ce psychopathe de fléau qui se nourrit de la haine humaine. Et Mahito, malin comme il est, manipule Junpei en jouant sur ses traumatismes. Le gamin subit du harcèlement scolaire, sa mère se fait buter par un fléau de Mahito, je le rappelle, et notre manipulateur favori lui a fait croire que c'est Shota, son harceleur, qui a fait le coup. Résultat, Junpei pète les plombs et va se venger à l'école. Et c'est là que Yuji arrive et commence à le raisonner. On se dit super, il va rejoindre l'équipe et tout va bien se passer, c'est cool. Et là, alors que personne ne s'y attendait, Mahito débarque et utilise sa technique de transfiguration oisive sur Junpei, le transformant en fléau devant les yeux de Yuji. Et c'est même pas ça la scène la plus traumatisante. Juste après, on voit Junpei en train de mourir et de se décomposer, qui attrape Yuji et qui lui demande juste pourquoi, en train de lâcher ses plus grosses larmes. Sérieusement, à ce moment-là, j'ai vraiment eu de la peine pour lui. Surtout qu'on venait juste de s'attacher au personnage et d'un coup, bam, il meurt. Et c'est cette mort qui marque vraiment le tournant dark de l'anime et qui montre à Yuji que non, malheureusement, il ne peut pas sauver tout le monde. En tout cas, juste après ça, Yuji, on peut dire qu'il était plus que furax. Passons maintenant à Jogo. Ce fléau volcan pas très beau, certes, c'était un méchant, certes, il a tué plein d'innocents, mais sa mort face à Sukuna, putain, même ses ennemis étaient gênés pour lui. Pendant l'incident de Shibuya, Jogo force Yuji à avaler 10 doigts de Sukuna d'un coup, pensant que ça allait réveiller le roi des fléaux qui va l'aider. Sauf que Sukuna, une fois réveillé, se contrefout complètement de l'alliance avec les fléaux. Le combat entre Jogo et Sukuna, si on peut appeler ça un combat, c'est comme regarder Mike Tyson Prime face à un enfant de 5 ans. Jogo sort toutes ses techniques les plus puissantes, météore, flamme de l'enfer, tout son arsenal. Le roi des fléaux joue littéralement avec lui comme si c'était sa chienne. Il lui fait croire qu'il a une chance, puis il le démonte pièce par pièce. Et le pire, c'est que Sukuna lui a fait des compliments, en mode pas mal pour un fléau moderne. Mais bon, t'es quand même une merde comparé à ceux de mon époque. À la fin, Jogo se fait littéralement désintégrer par les flammes de Sukuna. Même pas une mort rapide, non, une lente incinération pendant que Sukuna lui explique qu'il était pas si nul que ça. Il avait limite pitié pour lui. Et le plus fou, c'est que Jogo, il pleure à la fin. Pas de douleur, mais parce qu'il réalise qu'il était complètement dépassé. Même ses potes fléaux regardaient ça en mode « Putain, on s'est trompé de ligue ». Passons maintenant à Riko Amanai. Riko, c'était la gamine qui devait fusionner avec Maître Tengen pour renouveler ses barrières. Une mission de protection plutôt simple, non? Gojo et Geto, les deux prodiges, étaient chargés de la protéger. Alors qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Tout, absolument tout. Déjà Riko était adorable, une gamine normale qui voulait juste vivre un peu avant de sacrifier son individualité. Elle avait même commencé à s'attacher à Gojo et Geto et vice versa. Ils avaient passé des moments sympas ensemble, elle découvrait la vie d'adolescente normale. Et puis t'as lui, Toji, qui débarque. Déjà Gojo se fait planter par Toji et il meurt, temporairement bien sûr. Pendant ce temps-là, Geto
et Riko sont en train de discuter tranquillement. Elle est en train de carrément changer d'avis et ne veut plus fusionner avec Tengen. Elle avait enfin retrouvé le courage de choisir sa propre vie. Et d'un coup, bam, une balle dans la tête. Personne ne s'y attendait. Toji la bat froidement, comme ça, sans aucune émotion. Même pas un petit désolé gamine. Non, cette mort traumatise complètement Geto qui commence à développer sa haine pour les humains normaux. Parce que oui, c'est un groupe religieux d'humains normaux qui a payé Toji pour tuer Riko. Et ça marque le début de la chute de Geto vers le dark side. Franchement, voir une gamine innocente se faire buter jusqu'au moment où elle décide de vivre sa vie, c'est triste. Passons maintenant à Aibara. Et oui, c'était le pote de Nanami, quand ils étaient encore étudiants à l'école Jujutsu. C'était un mec tout ce qu'il y a de plus normal, souriant, optimiste, un petit peu naïf, le genre de personnage qui te fait dire, lui au moins, il va bien s'en sortir. Eh ben non, Aibara et Nanami partent en mission ensemble, une mission de routine, niveau grade 2, sauf que surprise, le fléau était en fait un niveau de grade 1, beaucoup plus fort que prévu, une petite erreur d'évaluation qui va coûter la vie à Aibara. On ne voit pas exactement comment il meurt, mais on sait qu'il revient en morceaux, littéralement. Geto et Nanami doivent ramener ses restes à l'école, et Nanami est complètement détruit par cette perte. Cette mort, même si on ne le voit pas directement, elle est cruciale pour comprendre pourquoi Nanami déteste autant le monde de l'exorcisme. Son meilleur pote est mort à cause d'une erreur administrative. Une petite croix mal placée sur un rapport, et voilà, ton ami qui finit dans un sac plastique. C'est aussi cette mort qui pousse Nanami à quitter temporairement le monde de l'exorcisme pour devenir un salarié. Il préférait s'emmerder dans un bureau plutôt que de risquer de perdre d'autres amis. Passons maintenant à Kokichi Muta, autrement dit Mekamaru. Ce pauvre gamin dont le corps était tellement détruit par sa technique innée qu'il ressemblait plus à un raisin sec qu'à un être humain. Il contrôlait des marionnettes mécaniques depuis son lit d'hôpital et rêvait juste d'avoir un corps normal pour être avec ses amis. Et devinez quoi, il fait un pacte avec Mahito et Geto pour obtenir un corps fonctionnel en échange d'informations sur l'école Jujutsu. Techniquement, c'est une trahison, mais bon, on peut le comprendre. Il voulait juste pouvoir marcher, toucher ses amis, vivre normalement quoi. Mahito tient sa parole et lui donne un corps tout neuf. Kokichi découvre enfin ce que ça fait de respirer sans avoir mal, de bouger sans qu'aucun geste soit une torture. Il peut enfin faire des câlins à la fille qu'il aime. C'est touchant et on se dit qu'il a enfin trouvé le bonheur. Eh bien non, Mahito, cette espèce de gros fils de chien, attendait juste que Kokichi profite un peu de son nouveau corps avant de le tuer. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il trouvait ça marrant. Il s'est dit merci pour les infos, maintenant crève. Kokichi se bat courageusement avec son corps flambant neuf. Il arrive à l'endommager un petit peu, mais bon, c'est évident qu'il va perdre. Il se fait malheureusement buter par Mahito et on voit plus tard une scène de sa bien-aimée qui pleure sur lui ayant appris sa mort. Avant de mourir, il aura au moins pu voir ce que ça fait d'être un petit peu normal. Le simple fait de respirer correctement l'a rendu plus qu'heureux, même si c'était que de courte durée. Passons maintenant à Naobito Zenin, le chef du clan Zenin, un vieux con raciste et misogyne qui traitait Maki et Mai comme de la merde. Alors certes, c'était pas le plus sympathique du casting, mais sa mort, même ses ennemis auraient eu pitié. Pendant l'incident de Shibuya, Naobito se bat contre Dagon dans son territoire avec Nanami, Maki et Megumi. Et à ce moment-là, Toji ressuscité débarque directement dans le territoire et tue Dagon. Une fois sorti du territoire, toute l'équipe tombe directement sur Jogo. Et Jogo, apprenant la mort de Dagon, commence à devenir un petit peu énervé et il décide de passer ses nerfs sur nos héros. Et comment fait un fléau de feu pour exprimer sa colère? Eh bah il crame tout. Naobito, Nanami et Maki se prennent une attaque de feu en pleine face. Mais contrairement aux deux autres qui vont juste finir brûlés au deuxième degré, Naobito se prend carrément une avalanche dans la gueule. Ce vieux bonhomme finit littéralement rôti, une partie de son corps est carbonisée, il ne peut plus bouger, il agonise pendant des jours dans un hôpital. Et le pire, c'est qu'il survit assez longtemps pour voir Maki massacrer tout son clan. Ce mec passe ses derniers instants à réaliser que celle qui méprisait le plus est devenue plus forte que lui, et qu'elle est en train de buter toute sa famille. Quelle ironie du sort. Bon, passons maintenant à Mimiko et Nanako. Ces deux filles qui vénéraient Geto comme un père et qui ont continué à lui être fidèles même après sa mort. Elles étaient peut-être naïves, mais au moins elles étaient loyales. Pendant l'incident de Shibuya, elles voient Geto, en fait Kenjaku dans le corps de Geto, et elles sont toutes contentes de retrouver leur papa. Sauf que Kenjaku s'en fout complètement d'elles et leur dit de dégager. Les filles comprennent que quelque chose cloche et décident de réveiller Sukuna pour qu'il tue ce faux Geto. Elles forcent Yuji à avaler un doigt de Sukuna et là elles réalisent leur erreur. Sukuna se réveille, voit ces deux gamines et décide de s'amuser un petit peu, et pas dans le bon sens du terme. Nanako se fait littéralement arracher la tête d'un coup de paume et sa tête explose comme un melon qu'on jette du 11e étage. Et Mimiko, bon, c'est pas ce qu'elle fait, elle essaie de prendre en photo, mais bon, elle a à peine le temps de dégainer son téléphone qu'elle se fait découper en 1000 morceaux. Honnêtement, leur mort à eux, elle est plutôt gore. Franchement, ça doit pas faire du bien quoi. Elles sont mortes parce qu'elles aimaient trop quelqu'un qui était déjà mort. Elles ont été si fidèles à la mémoire de Geto qu'elles ont oublié que Sukuna était littéralement le diable incarné. Et Sukuna, lui, bah il les tue, sans aucune émotion. Les pauvres, en vrai de vrai, elles ne méritaient pas vraiment ce sort. Parlons maintenant de Haruta Shigemo. Ce petit con de
de merde a passé tout l'incident de Shibuya à s'attaquer aux personnes les plus vulnérables. Un vrai charognard qui préférait tuer les managers plutôt que de se battre contre des vrais exorcistes. Ce mec avait une technique qui lui donnait des vies bonus en fonction de ses bonnes actions passées. Le problème c'est qu'il est tellement con et lâche qu'il gaspillait ses vies pour rien. Pendant que les vrais combattants se battaient contre des fléaux de grade spécial, lui il s'amusait à poignarder Ichichi dans le dos et à terroriser des civils. Très courageux, hein, on peut applaudir. Et puis Sukuna se réveille et commence à faire son carnage dans Shibuya. Haruta qui pensait être malin en évitant les gros combats se retrouve face au roi des fléaux en personne. Sukuna le regarde même pas, il fait juste un geste de la main et bam, Haruta se fait trancher en deux, de haut en bas, parfaitement au milieu. On voit littéralement les deux moitiés de son corps se séparer avant qu'il s'effondre. Le plus humiliant, c'est que Sukuna l'a même pas considéré comme un adversaire. Pour lui, Haruta c'était juste un obstacle sur son chemin, comme une branche qu'on écarte du chemin pour passer. Bon après Haruta c'était vraiment le roi des connards, donc sa mort était plus satisfaisante que traumatisante. Mais visuellement, se faire parfaitement trancher en deux, ça reste impressionnant. Passons maintenant à Kento Nanami. Sa mort à lui, elle me fait encore mal. Nanami, comme on l'a vu précédemment, c'était le mec qui avait quitté le monde de l'exorcisme et qui est revenu après. Le mec était carré, professionnel, qui voulait toujours finir ses missions à l'heure pour rentrer chez lui. Pendant l'incident de Shibuya, Nanami se démène comme un chef. Il combat Dagon dans son propre territoire, survit à l'attaque du feu de Jogo avec la moitié du corps qui est totalement brûlé et il continue encore de se battre. Franchement, quel boss. Même s'il ressemble à un zombie, il avance et aide ses amis quand même. Et puis il tombe sur Mahito, ce gros FDP qui avait tué Junpei et qui a tué plein d'autres personnes aussi. À ce moment-là, Nanami est à bout de force, brûlé, épuisé, mais il fait encore face à Mahito, qui lui demande ses derniers mots. Et Nanami regarde Yuji, qui venait tout juste d'arriver, et lui dit simplement « tu prends la suite », juste avant que Mahito utilise sa technique de transfiguration oisive. Et Nanami explose littéralement, et d'un coup, plus rien, juste des petits morceaux. Et Yuji regarde son mentor se faire exploser sous les yeux. Il le voit mourir de la façon la plus atroce possible. Nanami méritait juste de finir sa vie tranquille sur une plage en Malaisie, et pas être explosé dans une station de métro. Passons maintenant au massacre du clan Zenin. Après la mort de Mai, sa sœur jumelle, Maki pète littéralement un câble et devient une machine à tuer surhumaine. Elle a enfin révélé sa vraie puissance, comme Toji, et décide de faire le ménage dans sa famille de merde. Et par ménage, je veux dire génocide familial. Maki débarque au domaine Zenin et commence à découper tout ce qui bouge. Oji, son père qu'il a toujours méprisé, découpé. Jinichi et les autres anciens qu'il a traités comme une ratée, tous hachés au menu. Et ce qui rend ce massacre particulièrement horrible, c'est que Maki n'a aucune émotion. Elle tue littéralement sa propre famille avec la même froideur qu'on écrase un moustique. Et ce qui est flippant, c'est qu'elle sourit parfois en les tuant. Genre, quand elle découpe son père, elle a ce petit sourire sadique qui te fait comprendre qu'elle savoure sa vengeance. Oji, son père, juste avant de mourir, comprend enfin que sa fille était un diamant brut et qu'il l'a maltraité pour rien. Mais bon, trop tard. À la fin du massacre, il ne reste que Megumi vivant dans le clan principal. Maki a exterminé toute sa famille d'adoption. Passons maintenant à Noaya. Ce petit con misogyne et arrogant, un peu comme Naobito, qui se croyait supérieur à tout le monde, s'est fait littéralement humilier, et plusieurs fois. Déjà pour commencer, il se fait littéralement défoncer par Maki pendant le massacre du clan, qui est une femme. Et oui, lui qui passait son temps à dire que les femmes étaient inférieures, se fait exploser par l'une d'entre elles. Quelle ironie. Mais ça ne s'arrête pas. Après sa mort, il revient comme fléau vengeur pour tuer Maki. Et là, il pense qu'il va enfin avoir sa revanche. Raté, Maki le redéfonce encore une fois. Et le pire, c'est que c'est sa propre mère qui lui donne le coup de grâce. Oui, sa mère. Noaya meurt 2 fois, humiliée les 2 fois par des femmes. Pour un misogyne, c'est vraiment la punition parfaite. Et personne ne regrette. Vraiment, tout le monde était content qu'il crève. C'est chaud. Passons maintenant à Masamichi Yaga, le directeur de l'école. Ce mec qui fabriquait des poupées maudites et qui s'occupait de ses étudiants comme un papa poule. Après l'incident de Shibuya, les hauts dirigeants cherchent un bouc émissaire. Et qui c'est qu'ils choisissent? Yaga, bien évidemment. Ils lui demandent de révéler le secret de création des poupées maudites indépendantes. En gros, ils veulent son secret pour créer des armes vivantes. Mais Yaga refuse parce qu'il sait très bien que ces connards vont utiliser sa technique pour faire de la merde. Et du coup, ils envoient Gakugonji pour l'exécuter, son propre collègue, son ami. Imagine ton pote de boulot qui débarque chez toi avec un flingue parce que les RH lui ont dit de te buter. Et avant de crever, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet son secret à Panda. Pas au dirigeant, non, mais entre guillemets à sa poupée, qu'il considère comme son fils. Et passons maintenant à Registar. Reggie se bat contre Megumi pendant le Culling Game et franchement, le combat était plutôt équilibré. C'était un des adversaires les plus créatifs que Megumi ait affronté. Le mec sortait des trucs complètement aléatoires, voitures, armes, objets bizarres, mais Megumi, ce petit génie stratégique, réussit à l'attirer dans son territoire incomplet. Et là, c'était le début de la fin. Le territoire de Megumi convoque ses chiens divins et ses bestioles attaquent directement Reggie, qui ne peut plus utiliser sa technique correctement dans le territoire adverse. Ce qui rend sa mort un petit peu horrible, c'est qu'on le voit littéralement se faire bouffer vivant par des chiens de Megumi. Ces créatures
créatures le mordent, le secouent, le déchirent comme un jouet en peluche. Reggie essaye de se défendre, mais dans le territoire de Megumi, ses capacités sont limitées. Il ne peut que regarder ses chiens monstrueux, le découper pièce par pièce. Et Megumi, lui, il regarde ça tranquillement dans son coin. Donc voilà, se faire bouffer par des chiens, c'est pas agréable du tout. Passons maintenant à Yuki Tsukumo, la seule exorciste femme de grade spécial. Cette badass absolue qui était censée être l'une des plus fortes au monde. Yuki se bat contre Kenjaku dans le corps de Geto avec l'aide de Chozo. Et franchement, au début, elle le domine. Elle balance des techniques de malade, elle contrôle la masse virtuelle, elle explose tout. Mais Kenjaku, ce gros chien, a plus d'un tour dans son sac. Il sort Uzumaki Maximum et absorbe toutes les techniques de fléau qu'il a collectées, y compris celle de Maito. Et là, il utilise la technique de transfiguration oisive sur Yuki, la même technique qui a tué Junpei et Nanami. Sauf que Yuki, elle résiste, parce qu'elle comprend la forme de son âme. Mais résister à ces techniques, ça demande une concentration énorme. Et pendant qu'elle se concentre sur ça, Kenjaku en profite pour l'attaquer physiquement. Ce salaud la découpe littéralement en deux, d'un coup net. On voit Yuki, cette femme forte et indépendante, se faire trancher au niveau du torse. Mais même en mourant, elle tente un dernier coup. Elle essaye de créer un trou noir pour emporter Kenjaku avec elle, ce qui nous donne une des scènes les plus épiques et terrifiantes du manga. Yuki qui se sacrifie pour essayer de sauver le monde. Malheureusement, Kenjaku survit, mais Yuki meurt en héroïne. Passons maintenant à Satoru Gojo. Et oui, malheureusement, l'homme le plus fort du monde moderne, celui qui était censé être invincible. Son combat contre Sukuna, c'était le combat de la série. Deux monstres absolus qui se tapent dessus pendant des chapitres entiers. Et franchement, Gojo était en train de gagner. Il avait adapté son territoire pour contrer celui de Sukuna. Il avait repéré sa technique maudite inversée. Il dominait le combat. Même Sukuna était impressionné. On se disait, putain, Gojo, il va vraiment le faire là. Et là, on voit Gojo dans une sorte d'au-delà, en train de discuter avec ses amis morts, Geto, Nanami, Aibara. Il leur explique qu'il a tout donné dans ce combat, qu'il s'est vraiment bien amusé, mais que Sukuna était vraiment monstrueusement fort. Et puis on revient à la réalité, Gojo est littéralement coupé en deux au niveau de la taille, son corps supérieur et inférieur sont séparés. Sukuna explique qu'il a utilisé Makora pour s'adapter à l'infini de Gojo, puis qu'il a coupé l'espace lui-même avec sa technique. Il n'a pas attaqué Gojo directement, il a attaqué l'espace où se trouvait Gojo. Et Gojo, il meurt avec le sourire. Ce mec, même en train de crever, sourit, parce qu'il a enfin trouvé quelqu'un de plus fort que lui, parce qu'il s'est enfin amusé dans un combat. Sukuna lui rend même un hommage, tu t'es bien battu, Gojo Satoru, je ne t'oublierai pas. Et on arrive en dernier à Chozo, l'une des morts les plus tragiques et les plus héroïques de la série. Chozo, c'est le demi-frère de Yuji, qui a passé tout son arc à protéger son petit frère. Au début, il voulait le tuer pour venger Eso et Kishizu, puis il réalise que Yuji est son frère et décide de le protéger coûte que coûte. Pendant la bataille finale contre Sukuna, Yuji commence enfin à prendre l'avantage, il réveille son vrai potentiel, il balance des Black Flash, il met la pression sur le roi des fléaux, on se dit qu'il va y arriver, mais Sukuna utilise son territoire malveillant et retourne totalement la situation. Il blesse grièvement Yuji et prépare ses flammes divines pour le finir définitivement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Chozo débarque et se jette entre Sukuna et Yuji. Il utilise son propre corps comme bouclier humain pour protéger son petit frère. Les flammes divines de Sukuna, c'est littéralement le feu des enfers. Chozo se fait incinérer instantanément. Ses dernières pensées, il est heureux d'avoir pu protéger Yuji et il meurt en souriant. Yuji voit son grand frère se sacrifier pour lui sous ses yeux. Ce gamin qui a perdu Nanami, Nobara et plein d'autres voit maintenant Chozo mourir pour lui. C'est le trauma de trop. Mais Chozo, même en train de brûler vif, garde le sourire parce qu'il avait enfin trouvé sa raison d'être, protéger sa famille. Il meurt en paix en ayant accompli son devoir de grand frère.